me, Obi-Wan Kenobi. You're my only hope. お前はもう死んでいる。何？Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Grand Popcast, le podcast de legrandpop.fr qui vous parle de la pop culture d'hier et d'aujourd'hui. Équipe réduite une nouvelle fois pour cet épisode, puisque nos agendas se télescopent un tout petit peu en ce moment, pas mal de choses qui se passent. Voilà, c'est l'été, il y a des choses privées, perso qui se passent. Et voilà, je suis donc flegmatique et pour m'accompagner sur cet épisode en solo Otaksu. Je suis solo Otaksu. Yes, c'était pas du tout répété. Oui, pas du tout. Non, par contre, Manon nous avait laissé un message à citer au bon moment. Je le citerai au bon moment. Oui. Je l'ai rechargé. On arrivera à le caler. Un beau sujet aujourd'hui, mon flag. Un beau sujet aujourd'hui, effectivement, puisque nous allons parler de la grosse sortie ciné du mois, j'ai envie de dire, voire peut-être même de l'été. En tout cas, c'était quelque chose qu'on attendait énormément cette année. Il faisait partie de nos attentes 2023. Clairement, on l'a vraiment mis sur nos tablettes. Allez, écoutez, c'est encore le temps. Après tout, notre podcast sur les attentes 2023, c'est bien sûr Spider-Man Across the Spider-Verse. Il est très très frais dans ta tête puisque tu l'as vu hier soir. Hier soir, tout à fait. Évidemment, la petite séquence VOSTFR parce qu'on se respecte dans la vie, oui. N'est-il pas? Mais c'était plutôt amusant parce que pour le coup, je l'ai vu avec Clément, un ami qu'on salue, qui lui n'avait vu aucun des deux en fait. Donc il a fait le tout premier qui s'appelait Into the Spider-Verse, si je ne m'abuse, le soir d'avant, donc dimanche soir, et il nous a rejoint pour le second. Il a mangé chaud le garçon, clairement. C'est pour le coup, ça fait partie de ces films de ces séries qui sont quand même vachement bien enchaînées puisqu'il y a vraiment à chaque fois un lien direct entre les deux. On va y revenir. Moi, je l'avais vu un tout petit peu avant, mais je l'ai plutôt bien en tête également. Avant d'attaquer sur le film, le deuxième de la série en question, c'est quoi ton rapport avec le premier ? Moi, le premier, je l'avais un peu ignoré pendant très longtemps et comme beaucoup de gens, parce que si on se souvient bien, et je pense que tu t'en souviens bien toi particulièrement, et il était dans le development hell le plus absolu pendant extrêmement longtemps, parce qu'en fait, faut bien se rappeler que c'est Sony derrière et que c'était le Sony de l'époque Amazing Spider-Man qui faisait que de la merde, qui avait commencé à le produire à la base. Ouais, j'avais prévu un peu de contexte, mais clairement, on va revenir là-dessus aussi. Donc, il manquait d'argent, etc. Moi, c'était la période où j'en avais strictement rien à faire aussi, et puis après, il y a eu j'ai pas été du coup le voir d'entrée de jeu, ce film-là, le tout premier, 100 ans. Et puis il y a eu le bouche à oreille, etc. À un moment, je l'ai pris, et je l'ai vu et oh la vache. Ouais, ça a été exactement la même pour moi. Pour resituer un peu, c'est vrai qu'on avait eu les années 2010 pour Spider-Man, c'est assez compliqué. On avait eu les deux Amazing Spider-Man, notamment le deuxième qui s'est bien gamellé, qui a mis fin. Rien d'amazing. Ouais, voilà, qui a mis fin à ce qu'aurait dû être une trilogie. Il y a un article sur legrandpop.fr sur Amazing Spider-Man 1 et 2. Où j'avais raison, j'avais biffé les trucs pour son retour. Complètement. Et j'avais raison. C'était avant No Way Home, mais il y avait tout. Voilà, allez lire cet article prophétique. Et ça avait quand même mis un sacré coup d'arrêt qui avait fait qu'ensuite, puisque c'est Sony qui a les droits de l'univers Spider-Man, mais ils ont fini par dire ok, bon, vas-y, on va l'intégrer à ce truc qui est quand même en train de prendre un peu d'ampleur qui s'appelle le MCU. Ils ont pris l'échec parce que je sais pas si tu te souviens, il y a eu un énorme hack de Sony à un moment, et c'est là où on a vu les échanges d'emails qu'il y avait entre Marvel et Sony, etc., où ils ont dû courtiser comme pas permis pour l'avoir, mais ils ont fini par l'avoir. Ouais, c'est ça. Ça a fini par passer dans la première fois, c'est dans Civil War en 2016, et ensuite en 2017 on a Spider-Man Homecoming, et ça déjà met en place le truc qui va filer jusqu'au bout, c'est-à-dire que Spider-Man est en train de devenir un espèce de nouveau Iron Man un peu chelou avec une espèce de relation père-fils avec Tony Stark. Du moins sur le côté Marvel MCU. Voilà, mais clairement on n'est pas dans les meilleurs eaux pour Spider-Man, d'autant que quelques semaines avant la sortie de Spider-Man Into the Spider-Verse, il y a Venom qui sort. Voilà, c'était littéralement en octobre, et Spider-Man Into the Spider-Verse. C'était mi-fin décembre. Et pareil, en fait, vraiment pour toutes ces raisons, j'étais pas spécialement vendu au truc. Enfin, les bandes annonces m'avaient peut-être laissé un petit goût de quand même, ça a l'air d'être un peu original cette histoire, mais pareil, je faisais pas partie de la première vague. J'étais allé
assez tard, je sais même plus si j'étais allé en fin d'année ou carrément en début d'année suivante, et la salle était blindée, alors que ça faisait déjà plusieurs semaines qu'il était sorti, et puis bah pareil, j'avais pris la claque absolue, et ça avait été mon numéro 1 de mon top 2018, mais assez haut la main quoi. Bah, je pense que c'est un film qui a vraiment marché au bouche à oreille parce que justement on était dans ce truc-là et je pense que c'est très parlant du fait que, enfin le fait que la salle était complète au moment où tu l'as vu en seconde vague. Je pense que c'est vraiment parlant de ça quoi, parce qu'à la base, mais enfin plus personne voulait vraiment entendre parler. Enfin comment dire, c'est pas qu'ils voulaient plus entendre parler de Marvel, c'est qu'on n'avait pas atteint non plus un point culminant exceptionnel, et surtout on était à une période où les films d'animation n'étaient pas forcément n'intéressaient pas forcément le grand public, alors qu'aujourd'hui on est dans une vague où l'animation est devenue très adulte aussi entre temps. Bon, ça a toujours été le cas pour ceux qui savent, hein, mais bon voilà, pour toucher le grand public et lui faire comprendre, c'était un petit peu plus compliqué, et je pense que ça a été la dernière claque avant que les gens se disent ah oui en fait l'animation ça défonce quoi. Ouais, et l'animation peut-être plutôt typée occidentale. Je pense qu'il commençait déjà à y avoir ces grosses sorties ciné de films d'animation japonais, en tout cas de séries japonaises qui étaient adaptées, ce qu'on appelait les OAV, mais qui là se retrouvaient en sortie ciné, en salle, en France, et ça arrivait un peu déjà, et ça avait déjà énormément d'impact. Mais ouais, le cinéma d'animation l'occidental, bon, il y avait son public de niche clairement, mais ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un grand succès grand public, peut-être en dehors des Moi moche et méchant, des Mignons, en tout cas de quelque chose de... Les trucs où tu ramènes les gosses. Voilà, familial, quoi. ouais, exactement, un truc animation plus 3D classique. Et là, clairement carton, et surtout ça a enchaîné une énorme vague derrière. On a eu, donc c'était Sony Animation Studios qui a lancé derrière Mitchell contre les machines, qui lui aussi s'est retrouvé balancé sur Netflix à cause de pas mal de soucis de développement et du Covid. Et le confinement, ouais. Mais derrière... un excellent film, regardez-le. Top film, franchement, si vous avez vu les visuels, si vous pensez que c'est moyen, pas pour vous et tout, jetez-vous dessus. C'est encore niveau inventivité et niveau visuel, c'est vraiment dans la lignée, avec un côté famille en plus hyper touchant. Bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais juste petit recours en passant, Voilà, allez-y. C'est la même équipe, donc go. Et voilà. Clairement, ça a lancé là-dessus. Et assez vite, finalement, est venu ce que peut-être pas mal redoutait, dans le sens où la mise en chantier d'une suite à celui-là qui se tenait très bien par lui-même. Oui, totalement. Oui. Il y avait un arc qui était résolu pour le personnage principal qui est Miles Morales, et je pense que c'est aussi ce qui a fait peut-être son succès, c'est qu'on était sur un autre type de Spider-Man en tant que héros qui était connu évidemment des fans de comics, mais beaucoup moins encore une fois du grand public. Gwen Stacy en Spider-Man également. Et on a cette suite qui est mise en chantier, et pour le coup, là où le premier avait un budget de 90 millions, ce qui est déjà énorme, hein, la suite c'est 150 millions. Et clairement, avec tout le bouche à oreille et la répercussion que ça a pris même au fil des ans, c'est devenu, on l'a dit, un des films les plus attendus de 2023, et un vrai gros blockbuster pour cette année, quoi. Bah, d'autant que ce qu'il faut bien comprendre avec le tout premier Into the Spider-Verse, c'est que déjà le budget a augmenté parce qu'il y a eu énormément de soucis. À la base, ça devait être un petit budget, hein, mais voilà, ils ont quand même perduré dessus. Mais surtout, il allait vraiment contre une vague en interne. On sait qu'il a affronté beaucoup de doutes de la part des producteurs ou ces choses-là. Donc d'avoir réussi un tel succès, d'avoir connu un tel succès dans ces conditions-là, c'était exceptionnel. Mais le problème aussi, c'est que ça offre énormément de poids sur les épaules d'une éventuelle suite, particulièrement quand tu réussis aussi bien le premier, quoi. Et là, on va commencer à en parler, je pense. Ah bah oh la vache. Je m'y attendais pas, hein. Ouais, moi j'ai quelques réticences, contrairement je pense à vous qui l'avez vu en groupe hier. Juste pour revenir sur un petit point aussi, pourquoi il y a eu des doutes à l'époque, c'est parce que ce concept de multivers, maintenant effectivement il est presque partout en fait. Enfin, on a eu Everything Everywhere All at Once qui a tout cartonné aux Oscars, et qui a aussi un film de bouche à oreille très clairement, mais Marvel s'en est emparé un peu dans la foulée, puisque qu'est-ce qui s'est passé après Into the Spider-Verse? Il y a aussi les gens qui se sont dit mais attendez, cette histoire de multivers Spider-Man, est-ce qu'on pourrait pas le faire en live? Et là et on aurait Andrew Garfield, Tobey Maguire, machin. Et c'est un peu là qu'est né les théories de fans qui se sont dit regardez, quand on commençait à faire des visuels et tout, et Marvel a repris ça pour faire No
Way Home et créer en gros le plan du multivers sur les phases 4 et 5. Donc maintenant c'est quelque chose de beaucoup plus ancré, mais encore une fois en 2018, c'était pourtant il n'y a pas si longtemps, c'était pas encore une fois un pari si réussi de ça, de le faire comprendre et de le faire croire au grand public, quoi. Il y avait toujours cette peur que le grand public ne comprendrait pas des choses qui sont évidentes pour les lecteurs de comics en fait, dont le concept de multivers effectivement, parce qu'il faut rappeler que Miles Morales et toute cette partie-là en fait c'est pas la série originelle, c'est canon, mais c'est le canon de Amazing Spider-Man. Alors qu'il y a aussi Spider-Man, il y a aussi Spectacular Spider-Man, il y a aussi Spider-Man 2099. Il y a des tonnes et des tonnes d'embranchements comme ça qui correspondent à différentes terres et donc différents multivers. Donc c'est vrai que le premier a prouvé que le grand public était complètement partant pour surfer sur cette notion, quoi. Oui, bah faut quand même avouer que les notions de comics, on en avait bouffé depuis 15 ans avant l'arrivée de Into the Spider-Verse, et que voilà, que d'une manière générale, c'est quelque chose qui se fait en comics. En comics, je pense même pas qu'il parle de multivers, c'est juste des itérations différentes, et ça se fait pour absolument tous les héros. Mais au final, ça a cartonné, ça a relancé, je pense même une espèce de vague d'engouement sur Spider-Man. On l'a vu à travers les jeux vidéo. Miles Morales, il a eu aussi c'était logique d'un point de vue Sony de doubler ça sur Après, il faut rappeler que Spider-Man est en fait le seul héros grand public des comics. C'est vraiment l'absolu qui touche tout le monde. Les gamins adorent Spider-Man. Le nombre de gamins avec des sacs à dos Spider-Man qui ont 5-6 ans, c'est quasiment pas dire le seul qu'ils connaissent, mais c'est celui qui est cool et qui est jeune et qui est sympa, et qui c'est les gens. Limite si les comics se vendent pas x3 par rapport au second, quoi, tu vois, c'est un truc immense. Donc nécessairement c'était censé être la star, c'est pour ça que Sony a racheté, etc. Et quand on a vu le modèle Marvel grimper un petit peu plus, on a vu d'autres séries devenir un petit peu plus populaires, hein, Captain America notamment, ou Iron Man, parce que Iron Man à la base c'était pas un héros très très suivi en vérité, mais là c'était le retour du roi, quoi. Il y a Spider-Man, c'est aussi pour ça que Civil War a explosé, hein, on va pas se mentir, hein. Donc bon. Oui, parce qu'il faut se rappeler que la trilogie Sam Raimi début des années 2000 en France et dans le monde, c'est mutanesque en termes de box-office. Ne plus savoir quoi faire. Voilà, donc c'est fort d'avoir réussi à se foirer sur Amazing, mais comme quoi ils arrivent toujours à rebondir sur leurs pattes. Là déjà, juste pour parler box-office, en France il y a déjà quasiment 500 000 entrées pour celui-là. Il va a priori, selon les estimations, atteindre tranquillement le 1,5 million. Et un gros début, premier week-end aussi aux États-Unis, donc clairement le public est là. Et on va attaquer, comme tu le disais, juste pour donner un mot, parce qu'ils sont 3 à la réalisation. Je me les suis mis de côté parce que c'est pas forcément toujours facile de s'en souvenir. C'est Kemp Powers, Joaquim Dos Santos et Justin K. Thompson. Et c'est aussi ça, ils sont 3, ils ont tous des identités différentes, ils viennent tous de backgrounds différents. C'est ça qui crée aussi cet univers qui va chercher un petit peu partout, et qui fait que Miles Morales de base est aussi un personnage multiculturel, et qui va ramener des personnages et des influences un peu de partout, et ça se retrouve encore une fois dans celui-là, qui clairement va taper dans des horizons complètement fous. Je sais pas par où tu veux le prendre. Je te propose de commencer justement par l'univers graphique. C'est peut-être le truc le plus évident, et du même temps il faut en parler, parce que ça fait suite à ce que tu dis. C'est que on parle effectivement de trois cuisiniers dans les cuisines, et ce qu'on peut voir, c'est que le premier avait eu des idées de génie ça et là un petit peu partout. On pense notamment au fait que Miles Morales était animé sur 12 frames au lieu de 24, jusqu'à ce qu'il soit assez puissant, performant pour être au même niveau que les autres Spider-Man, et là il passait à 24. Rien que ça, c'était assez fou. Je fais des bisous à Kevin d'ailleurs, parce que hier il me disait mais c'est bizarre parce que je reconnais pas le style de l'animation. Je fais oui parce que laisse-moi sortir exactement, mon carnet. La trivia. Mais ici c'est ce qui m'a le plus frappé sur ce film, vraiment, c'est que là où le premier avait un univers très pop et s'inspirer énormément des comics et des choses comme ça, ici ils sont juste dit, j'ai l'impression qu'on leur a dit tu veux quoi comme univers du coup? Oui. Ils ont tout mis, c'est-à-dire que c'est le meilleur film d'animation japonais que tu puisses voir, c'est le meilleur film d'animation occidental que tu puisses voir, c'est le meilleur manhwa, il y a de tout dedans, c'est même littéralement la meilleure œuvre d'art, de pop art que tu as vu de ta vie, mais pas que. On voit du Basquiat, on voit du Van Gogh, c'est une dinguerie, on voit du Clint, on voit même du Léonard da Vinci. Tu peux t'arrêter, chaque scène, chaque frame quasiment, c'est une folie. Chaque frame est une peinture. Rien
rien que cette séquence d'intro qui dure 20 bonnes minutes, hein, je pense, à tout assez. T'as déjà ce combat complètement. Enfin, déjà, non, ça commence même pas par là, mais c'est le premier truc qui me vient en tête, c'est ce combat contre le vautour italien époque Da Vinci, qui est vraiment dessiné comme ce que tu imagines, imaginez l'homme de Vitruve, mais animé, version Mais vautour, totalement. et qui balance des gadgets dans tous les C'est coins. exactement les dessins que tu vois quand tu vas au musée qui est en Amboise ou je sais pas quoi que j'ai fait toute mon enfance, c'est exactement ça quoi. Mais ils reprennent le style animé où il y a des fois ils te prennent on spoil de ouf hein, Ah oui, par contre, oui, alors on l'a pas dit, mais clairement Ça va spoiler. ça va spoiler Il y a- tout le parce que film. pour en parler il faut spoiler. Voilà, allez le voir si c'est pas déjà fait, ou si vous avez envie de rester avec nous, tant mieux, restez avec nous. Voilà, mais ils ont même fait un travail sur les textures qu'on voit beaucoup. Notamment, en fait, c'est un truc que faisait ma grand-mère dans la peinture. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. On peut le voir, par exemple, sur Spider-Punk, où sa guitare, c'est limite un morceau de papier arraché. Mais c'est ça, on voit les contours. Il y a un côté Paper Mario, quoi. Lui, c'est littéralement, tu l'as dit, c'est le style punk, le punk de l'époque, pop de l'époque, Mm. avec en fait c'est littéralement, si vous voyez la pochette des Sex Pistols avec ces lettres collées d'imprimerie collées sur le truc, ils ont repris ça à l'échelle d'un personnage dans un film, donc il est pas du tout il dépareille, parce que son univers n'est pas le même, mais aussi visuellement c'est pas juste un personnage issu d'un autre monde, c'est que son univers n'est pas régi par les mêmes lois visuelles, physiques Totalement. que le nôtre, quoi. Et c'est magique parce qu'ils arrivent à vraiment mélanger absolument tout ça et que ça reste un tout cohérent. C'est que même si tu as j'ai limite envie de dire littéralement tous les mouvements artistiques qui ont jamais fait l'humanité de toute ta life dedans, le tout est cohérent quoi qu'il arrive, et ils se permettent des choses que je trouve très, très intéressant et très fascinant dans la manière d'aborder l'animation. C'est que là où tu vois, on aurait un plan sur ton visage avec le décor, etc., plus il se rapproche ou plus il se retire d'un visage, on voit le plan se transformer en une œuvre d'art sous nos yeux, et à un moment ça va claquer des doigts, revenir au truc normal, mais ça n'est pas choquant, ça reste cohérent parce que l'œuvre d'art qu'ils te créent derrière invoque les émotions de la scène qu'ils sont en train de jouer. C'est exactement ce que j'avais en tête, c'est toutes les scènes qui se passent dans la terre d'origine de Gwen Stacy, avec son père notamment chez elle. C'est ça, c'est qu'en fait le plan, le cadre, le décor autour d'eux, leur univers à eux change de couleur en fonction des émotions des personnages, en fonction des émotions qui sont exprimées. Et en fait, on le voit évidemment, mais il n'y a pas de notion de c'est pas cohérent, c'est un faux raccord. Non, parce que tu comprends sans même mettre de mots dessus, ça a du sens visuellement, c'est l'émotion qui se traduit par le visuel, et leur monde est régi par ces règles-là. Et là, c'est là où il y a le côté vraiment plus impressionniste, aquarelle, enfin c'est fou quoi. Mais il y a de tout, ouais, il y a de tout, c'est un truc de ouf. Genre dans les combats, parce que moi je connais plus aussi le monde de l'animation japonaise, forcément, mais il y a ils ont master comment dire, l'animation japonaise dans ces deux créneaux les plus marquants, où tu as la frame négative avant impact, où imaginons qu'on ait un point noir et un fond blanc, sur l'impact ça va être le fond qui va devenir noir, le point qui va devenir blanc pendant 2-3 frames avant de revenir sur un truc comme ça, ou les perspectives de chaque membre, où tu as une main énorme en premier plan qui va te donner l'impact de ces choses-là. C'est quelque chose que, en fait, moi, ça m'a fait beaucoup penser, notamment parce que la palette de couleurs s'en rapproche pas mal dans l'univers de Gwen Stacy, à le studio Trigger, notamment Promare. Voilà, en fait, c'est dire, ça m'a fait penser aux meilleurs animateurs japonais actuels, voire même ça a été au-delà en fait, parce que justement ils te rajoutent toutes ces influences. Et on parle aussi du dessin, de l'animation, des choses comme ça, mais ils arrivent même à faire des hommages genre au stop motion, où tu vois des Lego quoi. Non, mais ce truc avec Lego quoi, tu vois. Ah putain, c'est exceptionnel. J'ai vu qu'ils avaient même carrément fait il y a une bande annonce, ils ont détourné la bande annonce 100% en Lego. Si tu vois ça, tu fais mais j'en veux plus. C'est incroyable. Et en fait c'est ça qui est dingue, je trouve, avec ce film là, c'est qu'il y a toujours un moment où même en 2 heures ils arrêtent pas de te dire non mais on peut faire mieux, on peut encore faire mieux, on peut encore faire mieux, mais il n'y a pas de
il y a pas d'ego dedans, il y a pas de bravade ou de choses comme ça. C'est vraiment genre, on kiffe l'art, mais juste l'art. On kiffe pas juste les comics, on kiffe pas juste l'animation. On adore l'art et on a tout mis dedans. Ouais, c'est même pas juste, on pourrait dire, ah, c'est un film d'animation pour les gens qui adorent le cinéma d'animation, ça va au-delà de ça, effectivement, parce que si t'as même pas besoin d'être forcément un érudit là-dedans, t'as même pas besoin de dire, ah oui, ça c'est, bon, tu les as cités, mais t'as même pas besoin de mettre des noms, tu les as vus, c'est courant, tu sais à minima à quoi ça fait référence, et ils se posent suffisamment dessus pour que tu aies le temps de les apprécier et de voir effectivement par où ils passent et toutes leurs influences. C'est vraiment c'est l'inverse du truc coup de coude où on a mis ça dans le plan, on a mis ça quelque part pour y a regarder. pas de clin d'œil, tout est Non, utile. c'est vraiment ça respecte à chaque fois les personnages et l'univers dans lequel ils sont. Moi, il y a vraiment la scène de combat plutôt dans la terre futuriste de Miguel. Là, ça renvoie encore une fois à d'autres typologie d'animation japonaise. T'as la fusée qui décolle, moi ça m'a fait penser à Gun-M, même s'il y a pas eu, j'ai pas vu le d'OAV dessus, mais il y a un peu ce truc là et les corps déformés, la bestialité du mec quand tu le vois en premier plan vraiment foncé, j'ai vraiment eu l'impression de voir le meilleur de l'animation japonaise. Tout est mélangé et en fait ça reste cohérent puisqu'on est justement dans un multivers qui te balance des trucs à la tronche tout le temps, donc à ce niveau-là c'est réussi. Je pense même que ça va au-delà du premier Très largement. visuellement, dans le sens où le premier avait une cohérence qui était New York. En fait, le principe du premier grossièrement c'est que les autres Spider-Man arrivent dans le monde de Miles Morales et là c'est Miles Morales qui va visiter les univers des autres Spider-Man avec un bracelet magique qui arrive à le téléporter partout, mais c'est ça qui rajoute encore plus de diversité. Le premier était très pop art en fait, très lié au mouvement graphique actuel en fait qu'on voit beaucoup sur le web notamment. Mais qu'on a utilisé humblement pour la direction artistique de Le Grand Pop. Voilà. On était tout bêtement avant Spider-Man. Tout ça pour dire. Non, mais par contre, c'est vrai que voilà, c'est les courants actuels. Après, ils ont gardé quelque chose dans tous les univers dont on n'a pas encore parlé. C'est l'usage de la séparation de l'image comme des cases de BD. Ils le font rarement, mais quand ils le font, c'est incroyable. Il y a une scène moi qui m'a marqué où je me suis dit mais vous êtes des génies. Il y a une scène très en long où on voit le père attristé après s'être engueulé avec Gwen Stacy, donc sa gamine, où elle est de l'autre côté du plan sur son lit. Le père elle est dos à lui. Le père mais est-ce que tu peux me parler ou des trucs comme ça. On voit là la coupure façon comics. Sur le gros plan, le visage de Gwen où tu vois toutes ses émotions, c'est super bien animé, c'est magnifique. Et à un moment, le père fait est-ce que au moins, même si t'es pas contente avec moi, est-ce qu'au moins tu peux me faire un câlin ? Le truc coupe d'un coup, revient à un gros zoom sur les deux, c'est émouvant, c'est magnifique. Enfin, c'est le montage impliqué au découpage d'un comics ou d'une bande dessinée. Ouais. C'est-à-dire que le mouvement, c'est toi qui le fait, qui fait le lien. Ton cerveau rapproche les deux scènes, alors que techniquement, t'as grosso modo vu des cases qui s'assemblent. Exactement. Voilà. Mais c'est ultra dynamique et c'est vraiment. Enfin, il n'y a pas un moment de ce film qui a été laissé au hasard. Mais j'ai même pas envie de dire moment, il n'y a pas une frame, il n'y a pas une image dans l'animation qui a été laissée au hasard, quoi. C'est fantastique, c'est phénoménal. C'est un travail de monstre, méticuleux au possible, qu'ils ont fait, mais le résultat est saisissant. Là où on avait du mal à imaginer que le premier pourrait être surpassé, parce que le premier était déjà excellent, on se disait, ils ont eu leur coup de génie, le deuxième va être un très bon film, certainement, mais il va pas pouvoir aller au-delà. On avait tous peur de la redite, je trouve, je pense, à ce niveau-là, à savoir effectivement quelles idées ils allaient pouvoir trouver, où est-ce qu'ils allaient pouvoir creuser, et en fait tu sens que ils ont tout pris. Tu sens qu'ils en avaient vraiment sous la semelle et que limite ils avaient été bridés et que là voilà ils sont lâchés. Et moi c'est quelque part un peu un reproche que je ferais au film, c'est-à-dire que comme le premier, tu sens qu'il y a eu des contraintes, même si le budget est colossal, mais tu l'as dit, c'est pour d'autres raisons. Il y avait effectivement cette logique de la contrainte et on fait avec ce qu'on peut. Le film est un peu plus ramassé, il doit faire 1h45 quand celui-là il fait 2h15. Oui. Et donc déjà tu sens qu'effectivement ils se sont dit on met tout. Voilà, je veux pas savoir, mettez tout. Et il y a un peu parfois ce sentiment de trop plein. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que il y a des références évidemment à tous les Spider-Man à ne plus savoir qu'en faire, notamment quand il arrive dans l'univers de
de Miguel O'Hara avec il y en a littéralement partout. Je pense que vous pouvez faire un arrêt sur image et puis essayer de Il y a même tous les disséquer. un truc graphique qui là pour le coup m'a un petit peu choqué, même si bon je le comprends, c'est qu'ils intègrent aussi l'univers des films, mais ils te collent littéralement des extraits du film dans une espèce de toile d'araignée. C'est pas ce qui réussissent le mieux. C'est pas magnifique, mais c'est cohérent dans le scénario, donc tu passes à côté. Mais c'est vrai que ça peut. Il y a quelques plans où tu sors parce que tu vois, genre, t'as le dot AVI au milieu du truc. T'as Donald Glover, on te remet ils t'ont recalé encore Andrew Garfield, le mec qui a fait une bonne scène dans les deux films. Ils se sont dit on va mettre le doigt dessus. Mais moi c'est un peu ça, c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression, je trouve. Là, on va peut-être sortir de l'aspect visuel et rentrer plus dans le côté scénar, construction, etc. Je trouve le film presque trop généreux et surtout un peu trop long pour son propre bien. Je trouve que le premier, avec une demi-heure de moins et des enjeux aussi beaucoup plus clairs et beaucoup plus limités finalement à New York, avait une construction qui suivait beaucoup plus facilement d'une traite. Là, il y a pour moi, je trouve, des claires baisses de rythme que tu n'avais pas du tout dans le premier. Je m'explique, il y a notamment des scènes avec ses parents, je trouve, qui traînent un petit peu en longueur et qui font un petit peu, encore une fois, je trouve, redite. Dans le côté, on ne sait pas trop où il va, il a peur de lui, on nous le fait une première fois avec quand ils l'attendent pour son rendez-vous chez l'espèce de conseillère d'orientation. On a une deuxième scène sur le toit pour la soirée pour son père. Le passage en tant que capitaine. Ouais, c'est ça. Et on a une deuxième scène comme ça une troisième scène justement quand il est chez lui avec ses parents dans la maison, etc. Et je trouve qu'il y a des trucs comme ça qui font un peu... qui joue un petit peu la montre et qui font un petit peu retomber. Alors je comprends qu'il y a une espèce de construction, encore une fois, des personnages, une construction émotionnelle, mais à mon avis, ça, encore une fois, on pouvait presque s'en passer et faire en sorte que le film avance un petit peu plus rapidement, ou en tout cas nous le faire passer de façon un petit peu... Moi, je trouve que, de manière générale, il y a pas mal de scènes que je trouve un petit peu trop longues, même des scènes d'action, un petit peu trop longues. La première scène d'action, même avec Spot, on n'a pas encore parlé du méchant, mais pareil, je trouve qu'il y a un moment où t'as presque envie... C'est bête, mais t'as presque envie que ça... pas envie que ça s'arrête, mais je trouve... qu'ils ont cette tendance pendant un peu tout le film à étirer chacune des scènes un petit peu trop longtemps, et à mon avis il y a 20 bonnes minutes que tu pourrais faire passer comme ça. Je suis relativement d'accord avec toi à ceci près que je trouve la construction rythmique, je la trouve intéressante. C'est vrai qu'on pourrait en supprimer des petits morceaux ça et là juste pour accélérer un petit peu les choses, mais du même temps, ces moments familiaux, ces moments sentimentaux, etc., souvent sont bien utilisés pour créer le parallèle entre Gwen et Miles, qui sont clairement, enfin là, ils sont au centre du film, il n'y a absolument aucune feinte là-dessus. Là où le film précédent était peut-être limite un petit peu déçu de ne pas en apprendre plus des autres persos. Là, on a quand même on essaie d'avoir une construction en duo assez intéressante, je trouve. Ils avaient tous leur fameuse présentation express en une minute et ça suffisait, et c'était mort de rire. Et d'ailleurs, l'humour fonctionne toujours très bien ici, mais je pense que s'il n'avait pas eu ce truc en dents de scie, on aurait été dans un délire action qui nous aurait essoufflé. Alors que là, je trouve qu'ils ont bien placé justement les moments sentimentaux de telle manière à ce que tu passes du parc d'attractions incroyable où tu as fait des loopings de ouf à genre là on se pose pour manger le burger tu vois, à la cantine du coin, après on reprend, on se refait une pause, on reprend, et surtout quand bien même il y a certaines choses où effectivement tu sens qu'ils essaient de tracer des parallèles avec entre Gwen et Miles, et où du coup ça sent un peu la redite des fois, il y a aussi d'autres instants, je pense notamment à la fin quand on voit que Miles est devenu le prowler dans la Terre 42. Ça c'est pareil, je trouve la révélation, tu vois. Ah ouais, j'avais compris assez vite, mais, je trouve que la révélation, encore une fois, sur le elle moment. met un peu de temps à m'être arrivé. Non, parce que tu veux voir le design, tu veux voir comment ils l'ont fait, tu sais
c'est très bien. Mais avant qu'il arrive sur cette terre, t'avais pas du tout pensé à ça, tu vois. C'est à ce moment-là qu'ils te surprennent, genre, oh, Anki, d'accord. Donc là, oh, mais ça veut dire oh, mais ça veut dire que, tu vois. À la minute, tu me dis, bah, t'as pas les dreads ou je sais plus quoi. T'es là, genre, oui, bon, on sait quoi, tu vois. Mais ça reste une belle surprise, ça reste quelque chose de gratifiant, tu vois. Et je pense que là où... T'as trouvé ça gratifiant, toi, la fin, la dernière scène, la dernière révélation? C'est limite ce que j'allais dire, c'est que là où quelque part on reste sur notre fin, c'est qu'on sent aussi que ces 2 derniers films ont été créés ensemble en un seul bloc. Ouais. Et du coup, le premier bloc souffre du fait que tous les plus gros trucs seront sur le bloc. Moi, j'ai final, un vrai problème avec ça, c'est-à-dire que j'avais oublié, c'est vraiment sur la fin. Moi aussi, j'étais deg. Il y a un côté où, quelque part, je m'attendais à ce que tout soit résolu, donc ça veut quand même dire que j'ai pas vu le temps passer, même si je trouve que c'était un poil longuet, mais ça veut quand même dire que je m'attendais à ce qu'il y ait une résolution à tout ça, donc j'ai été surpris par le fait que il y a une suite, mais en fait ça avait déjà été annoncé avant, on savait qu'il allait en avoir 2, on avait même le titre je crois du troisième, Beyond the Spider-Verse. Exactement, Beyond, et juste je l'avais zappé, et quelque part ça m'emmerde qu'ils aient fait ça, quoi, dans le sens où encore une fois on est face à un truc qui quelque part ne se tient pas complètement tout seul, puisque finalement la résolution des enjeux va arriver, des arcs un peu de tous les personnages va arriver dans le dernier, genre Miguel on le laisse un peu comme ça, Gwen elle a finalement allé chercher les autres, Miles il a fait son petit bout de chemin mais il n'est pas arrivé au bout puisqu'il va devoir maintenant se confronter à lui-même. C'est vraiment c'est la fin Pirates des Caraïbes 2, quoi. C'est vraiment, j'ai pensé à ça, quoi. Quand le mec il arrive, il fait alors, vous croyez que j'étais mort? Et j'ai bien aimé Pirates des Caraïbes 2, même la saga d'une manière générale, bon voilà. Mais toujours pareil, c'est là où je sais pas, tu prends les 2 tours par exemple. Bon, évidemment que t'as envie de voir la suite de Dark Knight. Évidemment les 2 tours, c'est la même fin. Évidemment que t'as envie de voir la suite, mais il y a pas ce truc, mais il y a pas le cliffhanger de malade avec le mec juste là et la confrontation qui est coupée en 2, quoi. C'est pas non plus à ce point-là, tu vois. C'est toujours comme ça dans les trilogies. Même Matrix, c'est comme ça, tu vois, pour reprendre encore d'autres exemples de la pop culture, c'est que le premier met la claque et instaure l'univers. Le second, c'est limite genre tu recrutes l'armée pour la baston du troisième. C'est toujours le plus dur à construire, l'épisode du milieu, mais c'est vrai qu'en fait il y a le faire et il y a la manière de le faire. C'est-à-dire que on a tout le temps souvent critiqué le fait que les films Marvel se tenaient pas entre eux, que c'était juste tout l'intérêt des films retenait limite dans les 2 minutes de scène post-générique pour savoir où ça va aller derrière, et puis finalement t'as le grand méchant qui est derrière et qui pop à la fin. Le fan service comme on l'appelle. Exactement. Et en fait de les voir tomber à ce niveau-là avec un truc quand même je trouve un peu border, ça m'emmerde un peu. En plus ça, plus les appels du pied au Spider-Man Live où je pense on aurait pu s'en passer, même si c'est des micro-détails, mais en fait il y avait ce côté pour moi où ça reste Sony, donc finalement c'est encore une fois c'est une logique globale et ils ont envie que les gens voient leur autre film dans celui-là, puisque ils savent que après j'ai plus vu d'appel du pied à Spider-Man d'Insomniac sur PlayStation que les films en vérité. Oui, t'as ça aussi, en fait ils construisent leur univers, c'est cohérent, mais disons que en fait pour moi c'était quelque chose qui était un peu à part. Les Spider-Verse, c'était peut-être un peu de naïveté par rapport au premier qui était un peu, je pense, une surprise vraiment pour tout le monde, et donc il n'y avait pas forcément, encore une fois, il n'y a pas beaucoup d'enjeux sur lui de la part de presque personne, en fait. Littéralement faire ce qu'il voulait parce que tout le monde n'en attendait rien du tout. Exactement, et là tu sens que eux-mêmes se sont dit on va blinder le truc, que les producteurs se sont dit on va caser ça parce qu'il y a une grosse attente et que beaucoup de gens vont aller le voir, et je trouve que ça dénature un petit peu l'esprit un peu plus semi-indé, j'ai envie de dire, du premier, tu vois. Mais encore une fois, il y a un peu de naïveté de ma part là-dessus. Mais... Laisse-moi te poser une question sur ce cadre-là, parce que effectivement, sur pas mal de films, il y a ce côté. Le premier a tout déchiré, c'était indé, c'était trop bien. Le deuxième, tu sens que les producteurs ont mis la pression, genre alors ok, on signe le double du chèque, mais par contre, Matrix, encore une fois, quoi. Voilà. Sauf que quel exemple tu as de trilogie comme ça où le second est de cette putain de qualité, en fait, malgré toutes ces pressions, en fait. Pour moi, c'est au contraire un argument en faveur du film, tu vois. Le parrain. Ouais. Non, tout de suite. C'est la carte facile. C'était il y a 50 ans. Il n'y a pas eu de meilleur film après Citizen Kane et ta mère, là, les putains d'étudiants du cinéma du cul, là. Non, mais sérieusement, en termes de produits de pop culture, de réussir à toujours garder cette créativité, malgré le fait que tu as les producteurs au cul, et on parle des producteurs de Sony, donc c'est parmi les pires du milieu.
Et au final, tout ce que tu fais, c'est des petits clins d'œil ça et là. Tu mets un JPEG dans une bulle et t'as le modèle 3D d'Insomniac qui est au milieu. Et franchement, ça va quoi. C'est un peu la rançon du succès. Il y a ce Mais truc. tu vois, ils n'ont pas pour autant dénaturé leur vision artistique, alors que la plupart des gens qui se retrouvent dans cette position artistique, c'est claqué le second parce qu'ils ont fini par trop écouter les producteurs. Alors que là, tu sens qu'ils gardent toujours le pouvoir sur la création. Le seul truc, c'est que de temps à autre, t'as un clin d'œil, un truc. Et encore, j'ai même pas envie d'appeler ça un clin d'œil parce qu'au final, là où, tu vois, je n'ai pas aimé le film Super Mario parce que tout le contenu qui était censé être intéressant. Bah en fait c'est juste ils ont utilisé 2 secondes du MP3 de ce niveau machin, tu vois, moi j'étais bah oui mais au bout c'est un film Illumination comme les autres qui a pas de second degré de lecture ou de trucs comme ça, si ce n'est le Gélaref là, les Jean-Michel Gélaref, j'en ai rien à cirer quoi. Alors que là c'est tout est cohérent. Attends, dans cette image il y avait c'est pas grave, attends, je suis le film d'abord, tu vois. Quoi qu'il arrive, le film t'accompagne de bout en bout. Et même s'il a ces petites lacunes rythmiques ou ces choses-là, il n'empêche qu'il reste au même niveau, voire supplante le premier. Non, pour contrebalancer, il y a quand même ce truc que j'aime bien, c'est que malgré le fait que effectivement j'ai dit qu'il y a cette surenchère, effectivement on t'en met partout. Si encore une fois t'as envie, si c'est quelque chose qui t'intéresse, ça intéresse surtout les sites d'actualité putaclic, on va pas se mentir, de décortiquer et d'aller tous les chercher à la rigueur, fais-toi plaisir. Mais si t'as juste envie de le prendre d'une manière globale et dire oh putain il y en a c'est un chat et puis l'autre il est sur un cheval qui a aussi un masque. Il y a le modèle 3D de la version GameCube qui est complètement tout pété, tout petit là. Il me fait trop rire. Ah, merde, ça j'ai pas vu, tu vois, les versions jeux vidéo elles sont. J'ai fait quasi aucun jeu Spider-Man, donc peut-être que ça m'a moins marqué aussi visuellement, mais il y a effectivement ce truc où tu peux le prendre d'une manière un peu plus globale sans pointer. Mais c'est pas leur message. C'est pas on prend le multivers pour vous faire des clins d'œil sur tous les trucs, genre tu connais ça. C'est genre, non, il y a juste à l'image des tonnes et des tonnes de Spider-Man, mais ils sont cohérents parce que dans notre scénario, il faut qu'ils aient tous ces gars-là. Et en fait, ils font partie d'une espèce d'armée qui s'est gérée par le gars qui a pété un câble parce que, tu vois, genre, il y a toujours une cohérence scénaristique et visuelle de tous ces gars-là. Et après, quand t'as la rêve, c'est encore mieux. Mais le film reste pas parfait, mais reste un produit filmique de créateur, quoi, pas un truc de producteur à la con où on veut vendre des jouets, quoi. Quand bien même Spider-Punk à la base c'était pour vendre des jouets, hein, mais ça marche du feu de Dieu. Et Irony. L'humour est incroyable, quoi. Tu vois, genre c'est un commentaire sur le capitalisme, tu vois, genre, juste parce qu'il y a un trou noir au milieu du truc, c'est genre mon garçon, tu vois. Puis c'est touchant, accessoirement. Je veux dire, il faut voir que même si c'est des instants qui se répètent, il y a déjà il y a des émotions différentes, je trouve, entre la famille de Gwen et la famille de Miles. Tu sens il y a quand même Père seul avec une famille soudée de l'autre côté. Il y a une famille qui est puertoricaine et africaine-américaine. Ouais, afro-américaine, ouais. Putain, ils font chier les Américains avec leur afro, ils sont américains quoi, nique ta mère, mais bref. Donc du coup, il y a ces deux influences-là, ils en jouent aussi dans le scénario parce que on parle de la conseillère d'éducation là, justement, qui pète un câble genre c'est ton histoire machin, puis tu vois le daron qui est là, on fait on est là depuis longtemps, puis la mère aussi genre moi je viens de Brooklyn en fait. Mais, tu vois, genre trop drôle, tu vois, où tu vois ce pétage de câble du côté de Gwen Stacy, on voit le daron qui doit tout gérer, mais on voit aussi dans sa chambre quelques détails, tu vois, un panneau trans rights, des trucs où même là c'est fait avec une telle pertinence et une telle douceur. Là où on pouvait voir des influences de producteurs sur certaines productions que je ne citerai pas, où ils ont senti le filon LGBT machin, mais tu sentais que ils n'étaient pas forcément d'accord avec eux, ils voyaient le filon. Ils l'ont mis au chausse-pied, ils l'ont mis sur des scènes qui peuvent être enlevées si besoin. Disney, c'est les rois, Disney Marvel, c'est les rois de ça. Black Panther 2, Black Panther 2, ouais, la petite scène où ils s'embrassent à la fin, elle a sauté en Chine, évidemment, tu vois. Alors que là, c'est pareil, c'est genre non, c'est dans notre film, ferme-la, et c'est pas genre regarde, on vous représente, c'est genre non, c'est le contexte de notre histoire. Moi, il y a un micro-détail que j'aime bien, justement, quand il rencontre son double.
c'est que lui, lui en tout cas le personnage principal, c'est Miles Morales et il te dit son nom à l'américaine. Alors, quand il rencontre son double, il lui Morales. dit Miles Morales. Voilà. J'adore aussi. Et parce que tu comprends qu'il y en a un qui a plus pris du côté Brooklyn américain et que l'autre il est plus proche sans doute de sa mère et aussi parce que son père est mort son en père fait est tout pas là, simplement ouais. ouais. Et que voilà il a plus pris de ses racines portoricaines quoi. Et c'est magnifique. Et justement, on n'en a pas parlé, je pense que c'est le moment. Le grand antagoniste de ce premier, donc il s'appelle Spot. Je sais pas comment il s'appelle en français pour être c'est honnête. la tâche J'imagine, c'est un Spot peu- quoi. oui, voilà. Mais j'ai trouvé son intégration super habile parce que tu le voyais dans les trailers en mode c'est le vilain de la semaine comme on les appelle dans les comics. Ils font la vanne dans le film de genre oh, toi t'es le vilain de base du truc où tu vas te faire lyncher en 5 secondes et après on passera à la vraie menace, et ils arrivent à le construire petit à petit avec humour aussi en même temps mais avec menace aussi, particulièrement dans le style graphique. Il là joue beaucoup du négatif vu que Spot est blanc et noir hein, tout bêtement. Et au début, tu te fous de sa gueule. Arrivé au milieu, t'es là. Et à la fin, t'es vraiment Anki. Ah ouais, d'accord, il est surpuissant de ouf. Ils ont réussi, je trouve, la progression. J'aime bien cette progression un peu, cette construction un peu en fil rouge où la menace sourde qui finit par se révéler bien plus grosse qu'elle n'est. J'étais en train d'essayer de trouver le doubleur. C'est Jason Schwartzman, voilà, Oui. qui est un habitué du cinéma de Wes Anderson, qui joue aussi dans Scott Pilgrim. Le grand vilain de Scott Pilgrim. Exactement. Tout à fait. Tu l'as vu au fond de mes yeux. Tu sens la petite ref aussi. Hein. Tu vas pas prendre le grand vilain de ce film-là pour en faire ton grand vilain dans tes films par hasard non plus, je pense. Et il y a ce truc, mais par contre à la fin encore une fois moi ça me fait réfléchir à me dire alors attends parce que pour le prochain donc va falloir qu'il se dépatouille de son double, de son oncle qui est encore là. Après d'un autre côté il y a Gwen Stacy qui a ramené les potes du 2 mais aussi les potes du 1 tout cassé, ils devaient être à peu près une dizaine. Ensuite il doit régler ses trucs avec ses parents. Il y a Miguel et ses autres buddies qui sont littéralement un nombre infini. Et tu apprends que Miles Morales devait pas avoir les pouvoirs, donc théoriquement il est pas. C'est une anomalie dans le système aussi. Ouais. Il y a énormément de choses à régler, oui. Mais ça peut faire un très bon film de 2 heures si c'est bien réussi. Ah non, mais vois. ça pour le coup, je veux pas entre guillemets critiquer celui-là pour les éventuels problèmes du film qu'on n'a pas encore vu mais de je parle toute façon. justement pour le suivant, tu vois. Mais... C'est que là, en fait, moi, le gros souci que j'ai toujours avec ce modèle de trilogie, c'est que vu qu'ils instaurent toutes les pièces dont ils ont besoin sur le 2, sur le 3, c'est quasiment toujours une course vers l'avant où on a déjà tout l'équipement, on va aller péter le sous-boss, le boss caché, etc., etc. Alors que là, je trouve au contraire que ils m'ont laissé des éléments de scénario. Donc du coup, il y aura peut-être moyen de péter un truc, de revenir sur un autre truc, creuser encore un petit peu plus l'univers et d'avoir un film qui tient sur ses 2 pattes sans forcément avoir besoin du 2, même si évidemment c'est une suite quoi qu'il arrive. Mais généralement, quand tu as une trilogie comme ça, le 2 tient sur ses épaules, le 3 aussi. Alors que là, je pense qu'il pourrait être côte à côte, main dans la main, en tant que pièce solide. Moi, là où j'ai le plus peur, c'est surtout graphiquement, parce que là, ils ont tellement tout donné que qu'est-ce que tu peux apporter de plus, quoi. Je pense. Là, on part dans les théories un peu, mais il y aura une exploration, peut-être aussi d'une espèce de monde négatif avec à partir du blanc. Enfin, tu limites. En fait, je pense qu'il y a un côté, t'es tellement parti dans les couleurs et les styles que limite faut repartir d'une page blanche. Ouais, genre minimalisme un peu, quoi. Voilà, littéralement et métaphoriquement pour reconstruire un petit peu derrière. Il y avait un autre côté encore une fois qui m'a un peu gêné sur celui-là par rapport au premier. C'est qu'encore une fois il y a tellement de choses et même en fait il y a ce côté un peu de trop plein. Même je trouve dans les répliques, c'est-à-dire qu'il y a un truc un peu de remplissage où t'as toujours des répliques qui fusent et des fois tu rates des trucs et tu sens qu'il y a ça participe à l'envie de le revoir. Ouais, non mais c'est ça enfin ça encore une fois riche, il y a beaucoup de choses mais je trouve que ça perd à contrario parce que justement il y a beaucoup de choses qui se passent. Même le combat contre le premier vautour que j'adore, hein, je l'ai ressenti assez vite. Je trouve qu'on perd en lisibilité de l'action à certains moments au niveau de la mise en scène où tu sens qu'il y a une telle volonté visuelle de créer des choses nouvelles, innovantes, d'avoir une idée par combat, voire plusieurs, que au final tu perd un peu. Enfin, vraiment, pour moi, j'ai beau avoir adoré le design et le concept du premier personnage du vautour,
la scène est quand même sacrément bordélique, avec en plus la nana en moto, l'autre dont on découvre aussi les pouvoirs, Gwen. Ça s'arrange presque un peu sur certaines scènes à la fin, notamment le combat contre les milliards de Spider-Man dans le monde de Miguel, mais il y a des moments où je trouve clairement ils perdent un peu le contrôle de leur mise en scène et de leur montage, quoi. Bah, c'est ce que j'appellerais une mise en scène épileptique, tu vois, c'est ce côté, effectivement, tu l'as dit, ils ont tellement tout mis à chaque frame que tu as envie d'analyser chaque frame, sauf que bah, du coup, ça te ralentit un petit peu dans la manière de suivre l'action. Moi, en fait, ça me rappelle quelque part Jason Bourne dans le montage où on essaie de te montrer qu'il y a de l'action partout et du coup la lisibilité est perdue au milieu. C'est mieux foutu que Jason Bourne quand même, parce que Bourne t'avais le côté en plus shaky cam, semi-documentaire, oui, voilà. où en plus la caméra elle bougeait sur elle-même. Attention, je parle de la volonté derrière, je parle pas du résultat, hein, parce qu'on est clairement largement au-dessus sur Spider-Man, mais il y a ce côté, oui, tu es dans l'action jusqu'à l'étouffement presque, tu vois, alors qu'il y a quelques combats après en one-on-one où on est plus dans je dirais pas le John Wick, mais le fait de pouvoir suivre très facilement l'action, quand bien même c'est Spider-Man, donc c'est très épileptique quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que j'espère qu'arriver à des combats qui auront plus d'impact émotionnel, ils sauront aussi se retirer, prendre leur temps. Parce que là, c'est vrai que, tu le disais, la fin est peut-être la plus lisible, mais en même temps, la fin, c'est une course, en fait. Donc du coup, ça devient forcément plus lisible naturellement. On sait qu'il y a un moment où il va falloir se faillasser, hein, que ce soit contre Nega Miles ou Spot dans le prochain. J'espère effectivement qu'ils prendront le temps aussi de... Mais même Spot, tu vois, autant j'adore ce concept de créer des espèces de portails, de faire un peu ce qu'ils veulent avec ça et d'avoir des... En fait, j'étais peut-être parce que justement j'étais... C'était en le revoyant une deuxième fois, j'aurais plus le côté instinctif, mais tu découvres, t'as un personnage nouveau, donc tu essaies de comprendre un peu comment il fonctionne. J'étais un peu en mode ah mais attends, parce que là il crée un trou et du coup son bras il va là. Et comme j'essayais de le comprendre plutôt que de le ressentir visuellement, du coup ça m'a peut-être un peu freiné. Et comme tu l'as dit, en fait mon cerveau fonctionnait trop lentement par rapport à ce qui était en train de défiler devant moi. Et je pense que c'est le biais du premier visionnage en fait, c'est que c'est un film qui va beaucoup plus s'apprécier en l'ayant vu 3-4 fois, où tu peux récupérer plein d'autres éléments, etc. Parce que pareil, moi j'ai beaucoup bloqué sur l'aspect esthétique, mais j'aurais bien aimé aussi analyser un petit peu plus, mais j'avais pas la place dans le cerveau d'autres éléments, genre les cadrages ou des trucs comme ça que j'ai pas vraiment pu analyser. Et c'est mais je trouve que ça participe un peu à la qualité du film aussi, parce que c'est un des rares films où en sortant du cinéma, on en parlait avec Kevin, j'avais envie de le revoir tout de suite, quoi. Genre, limite, j'ai fait exit, rentrer immédiatement, ok, on est reparti, quoi. Moi, c'était un peu l'inverse. J'avais presque envie de me reposer et tu vois, peut-être de le laisser un peu infuser, mais ouais, après, c'est rare, hein, et c'est quelque part, c'est tant mieux. Vaut mieux avoir un film, je pense, qui donne une sensation un peu de trop plein que de vide, hein, c'est une évidence. Mieux vaut trop que pas assez, quoi. Voilà, mais tu sens que ce sera, à mon avis, quelque chose peut-être à rectifier dans le troisième s'ils y arrivent, mais peut-être une espèce de maîtrise de cet emballement, de cette euphorie, d'arriver à condenser ça un petit peu mieux, je pense. Bah en tout cas, je pense que ce qu'on peut dire à l'arrivée de ce second épisode, c'est qu'ils savent exactement ce qu'ils veulent faire. Et ça, c'est magnifique, particulièrement dans un contexte Marvel où on le sait, ça fait quelques films qui savent vraiment pas où ils vont et qu'ils inventent des trucs au fur et à mesure. Là, tu sais que le scénario, il était décidé du début à la fin et point barre, quoi. Et on a un propos, on a un sujet, on a une manière de le faire, une manière de vous le présenter, et on va y aller de bout en bout, que vous aimiez ou pas. C'est notre projet. Et une confiance, encore une fois, derrière. Clairement, après le bordel qu'aurait pu être le premier, juste si ça n'avait pas marché, on aurait eu ce film-là, le premier, qui très bien, hein, qui déchire. Mais ça en serait resté là. Mais t'as vu que je pense que j'ai cette envie un peu qui condense le truc, mais t'as vu que le troisième va juste faire 2h40 et va avoir un budget de 200 millions et que ça va... Il est prévu pour l'an prochain, donc effectivement ça... Je pense qu'ils vont produire en même temps. Ça coïncide, cette idée que t'avais d'avoir quelque chose de fait relativement en même temps, ce qui est assez fort quand on considère que le premier c'était quand même il y a 5 ans, mais le premier a mis tellement de temps à se faire qu'au final réussir ça en 5-6 ans, c'est quand même une sacrée prouesse. Et j'ai beau avoir c'était peut-être un peu si on avait eu Menro sur le plateau, hein, je pense que j'aurais été un peu débordé par l'enthousiasme ambiant, hein. Moi je suis quand même client du film, il n'y a pas de souci, mais c'est juste cette espèce de
petites comme j'ai déjà tout pointé du doigt, mais pour dire que je sais pas encore si je préfère au premier ou quoi que ce soit. Oui, bien sûr. C'est pas tellement le sujet, mais après, là c'est où de l'importance d'avoir des points de vue divers, mais c'est là où c'est marquant, je trouve, c'est qu'on se rejoint tous les deux sur le fait de dire waouh. Et Ah non, par contre, j'avais le smile jusqu'aux oreilles pendant quasiment tout le film. C'est peut-être un peu. Il y avait vraiment, il y avait juste des moments où peut-être je piétinais un peu, où je trépignais un peu, et c'est à l'arrivée où mon côté un peu plus réflexif, analytique, qui me fait pointer du doigt certains éléments en me disant ah oui, il y a eu ça et ça, voilà. Mais globalement, on va pas se mentir, dans la salle, j'étais extatique, alors que Madame à côté a été un petit peu justement dépassée. Elle a pris un peu, elle a été un peu soufflée par le truc. Peut-être aussi pas forcément. Allez le voir en étant sûr d'être bien préparé physiquement. C'est-à-dire si vous avez un petit coup de mou et que vous pouvez pas emmagasiner tout ça, ça va peut-être moi, au contraire, ça m'a réveillé, tu vois. Bah oui, parce que je suis arrivé genre crevé par les allergies et tout le bordel, tu vois. Mais à la minute où il est parti, parce que c'est comme le premier, il part. Par contre, c'est vrai que si tu saisis pas la main pour que te laisser traîner direct, là, ça va être compliqué. Je vais pour conclure un petit peu, parce que Menro nous a laissé un message pour vous qui nous écoutez et nous regardez. Il pense à vous. Voilà, à savoir, vous pourrez me citer, ça met 10-0 à tous les Marvel et à toutes les tentatives de multivers, entre parenthèses, à part Rick et Morty, mais ça, c'est pas pareil. Et Everything Everywhere All at Once. Mais oui, par contre, mais ça, c'est pas pareil. C'est évident que, pour moi, ils jouent même pas dans la même catégorie, et c'est même pas une histoire d'animation, pas animation, mais ça n'a rien à voir avec un Marvel on a lambda, des produits versus des œuvres, en fait. C'est ça, c'est que pour le coup, en fait, c'est tout ce que n'est pas Marvel, à savoir des œuvres de leurs auteurs. Voilà, c'est quand bien même on ramène des réalisateurs de renom, le film ne leur appartient jamais, il a été pensé des années avant qu'il soit de toute façon lié au projet de près ou de loin, et voilà, on est sur des produits qui suivent un cahier des charges scrupuleusement et qui sont marketés pour plaire à une certaine typologie de public et le plus grand possible, quoi. Et c'est ça, je trouve, la beauté, effectivement, qu'un Across the Spider-Verse, Into, Beyond ne fera jamais autant d'entrées qu'un blockbuster, on va dire, plus classique, plus calibré. Il a clairement cette patte, ce côté qui l'empêche de toucher un plus grand nombre, mais à la rigueur, c'est clairement des œuvres comme ça qu'on a envie de voir, puisque c'est souvent dans les limites qu'on a la plus grande créativité, en fait. Tout simplement, et a priori, même pas a priori, le film sera toujours diffusé largement un peu partout quand ce podcast sera diffusé, sauf dans le cinéma qui est juste à côté de chez toi. Je comprends pas leur grille de programme de cette semaine. Il y a que dalle. Enfin, il y a que des films. J'ai jamais entendu parler de réalisateurs pas connus du tout, alors que c'est un MK2, quoi. Tu vois, c'est pas un cinéma d'auteur. Donc tu m'as bien biaisé, sache-le, MK2. Mais bon, c'est pas grave. Ça a permis d'avoir l'expérience collective de la salle. Moi, j'ai du mal à aller au cinéma tout seul. Tu vois, là, j'y serais allé pour qu'on le fasse tous les deux, mais c'est pas mon délire, moi, le cinéma tout seul. C'est clairement une séance qui peut se vivre d'autant mieux, je pense, si vous y allez en groupe. Et je pense qu'il y a quand même un phénomène assez... c'est que ça devient un phénomène assez qui dépasse potentiellement le cadre qu'il avait à la base. Et je pense que pour pas mal d'assez jeunes, en fait, c'est en train de devenir leur trilogie Sam Raimi. Enfin, en fait, c'est complètement ça. Si t'as du moins pour les jeunes qui ont du goût, entre 12 et 20 ans, et que tu vois ça, c'est moi, je vous propose de lancer une nouvelle bataille dans les cours de récré. Nous avons connu Mario Sonic, Super Nintendo, Mega Drive, etc. Moi, je veux lancer Avengers versus Spider-Verse. Et voilà, comme ça on reconnaît qui a du goût et qui n'en a pas, et on est bien. Je déconne évidemment, mais c'est pas drôle, ceci étant, tu vois. Moi, je sais que demain je suis un grand cousin. J'ai plus de petit cousin, tu vois, mais je suis un grand cousin et je veux me la jouer en mode je suis le grand cousin cool qui a les vrais refs. Je passe le petit Into the Spider-Verse tranquillement, genre tu dis pas à tes parents, tu vois, t'es bien. Là, tu sais que les petits cousins ils sont frais, ils sont tranquilles. Non, clairement, on lui souhaite tout le meilleur. C'est clairement un film qu'on a aimé, quoi qu'il arrive, malgré ce que personnellement moi j'ai pu dire. Zéro. Non, je te rejoins sur les critiques. C'est juste que je t'ai rejoint sur la plupart des critiques que t'as dit. C'est juste que tu vois, c'est pas des critiques qui. Je les ai vues et j'en ai eu rien à foutre. Ouais. C'est ça le truc, quoi. Tu vois, c'est que vu que j'ai été transporté de bout en bout.
J'ai pas eu ces moments de, tu sais, ces moments de calme. Moi, ils m'ont permis de respirer plus qu'ils m'ont dit genre chier, tu vois. Même si je reconnais objectivement qu'ils sont là. Ah, tu m'as tellement donné le film, tu vois. Moi, quand tu me donnes comme ça, bah, je ne fais que donner aussi, tout bêtement, hein, tu vois. Non, clairement, ça va faire partie des gros cartons de cette année, et tant mieux, et vivement l'an prochain. On n'a que un 2024 global. Pour l'instant, on n'a pas plus de précision, mais t'avis qu'ils n'ont pas trop envie de rater quand même à peu près cette même période. Ou alors ce sera Thanksgiving ou un truc comme ça. Enfin voilà, ça finit les derniers rendus tranquillement, puis voilà. Hein, exactement. Et limite qu'ils prennent, limite s'ils veulent retarder un petit peu pour le peaufiner, bah tant mieux. On n'est pas pressé. On a attendu 5 ans pour le précédent, donc il y a pas de souci. On va manger quoi qu'il arrive. Est-ce qu'on a une note en pop? Ah oui, c'est vrai qu'il y a effectivement, j'allais oublier le concept de cette émission, incroyable. Et bah vas-y, puisque moi je vais réfléchir à la mienne et toi tu... Ah, je suis désolé parce que moi ça va durer 10 secondes, donc t'auras pas beaucoup de temps pour réfléchir. Je viens de t'en donner, je sais pas si tu te rends compte. Pour moi c'est le grand PAH. Voilà, c'est sur 10, très clairement. Eh bien moi ce sera un pendant 2h15. Voilà, grosso modo. Voilà. Ah, j'avoue que c'était ça, et même t'entendais les rires et tout, tu vois, de tout le monde. Moi, j'avais trop de moments où je pouvais pas m'empêcher de faire. Mais oui, mais pareil. Oh la vache. Les Lego, putain, les Lego, je m'attendais tellement pas. Clairement. Des surprises partout, un humour qui fonctionne, des graphismes exceptionnels, scénario touchant. Enfin, manger quoi, manger. Que dire de plus? Manger tout. Bah c'est rare, c'est trop rare encore d'avoir ça, donc allez-y. Si vous avez même boudé certains Marvel, et on vous comprend et vous avez eu raison. Moi j'ai arrêté pour vous dire, j'ai fait une exception. Voilà, exactement. Passez pas clairement à côté de celui-là, faut pas du tout le mettre dans la même case. Voilà. Et faites comme Clément, faites-vous le premier si vous ne l'avez pas vu avant d'aller voir le deuxième, ça sera encore mieux. Voilà, on a bien fait le tour. Oui, tout à fait. Voilà, avant de vous quitter, on a quelques annonces, en tout cas peut-être un programme pour la fin de l'été. On va réduire un petit peu la voilure sur juillet-août. On va plutôt repasser un épisode par mois, mais on parce a quand même les vacances, tout ça. Que les vacances, et parce que on a aussi des choses de prévues de nos côtés. Mais t'as peut-être quelque chose à nous annoncer au niveau du Summer Game Fest, 3 qui n'en est pas un, etc. Alors on en a discuté un petit peu avec Menro hier. Ce qu'on va prévoir, c'est que déjà tout ce qui est conférence Summer Game Fest, Xbox Showcase, Capcom évidemment, vous pourrez me retrouver sur youtube.com/otaksu en direct si vous voulez qu'on le vive ensemble, sachant que potentiellement il y aura Menro ou pas, ça dépendra un petit peu aussi parce que vous comprenez le boulot, tout ça. Et le prochain épisode. Puis les horaires, je sais plus quand c'est, mais horaires, je sais plus, les dates. Voilà. Quoi qu'il arrive, vous aurez un stream sur youtube.com/otaksu, et le second épisode de juin sera du coup un grand débat sur ce qui a été le pseudo E3 de l'année du coup en son absence. On va essayer d'avoir des invités. Pour l'instant, la liste n'est pas définie, mais il y a quelques DM qui ont été échangés ça et là. A priori, ça sent plutôt bon. On a vu des gens assez motivés. Voilà, très motivés, sachant que tristement Fleg ne sera pas avec nous parce que l'enchaînement, le boulot... Parce que mon été est plutôt chargé jusqu'à fin juillet. Ouais. Voilà, le boulot, le plaisir, tout se mélange et ça donne un goût étrange. Mais évidemment, le contenu... bah non, c'est une référence. Bien sûr, je l'ai évidemment, mais voilà. Dit comme ça. Ah, tu fais ce que tu veux. Après, donc voilà, on ne va pas vous laisser tout seul. Et puis évidemment, il y a le grandpop.fr. Il y a le grandpop.fr. On va continuer pour le coup d'envoyer des articles chaque semaine. Et pour avoir les annonces de ces différents streams, de ces différentes diffusions de podcasts, vous nous suivez sur le grandpop.fr sur Twitter et même Facebook si vous avez envie. Pourquoi pas. Instagram aussi, même si on est moins dans le tout frais annonce qu'on est dans le. Exactement. Sur le React, on est plutôt, et sur les annonces vives, on est plutôt sur Twitter, et comme toi aussi, Otaksu. Mais bien sûr, à Otaksu absolument partout, Twitter, Instagram, TikTok, otaksu.lgp, et bien sûr le YouTube, la pierre angulaire d'essayer de gagner sa vie en étant indépendant, parce que sinon c'est la merde. youtube.com/otaksu. Donnez de l'argent à cet homme.
Juste regardez, ce sera déjà très bien. Son RIB, c'est le FR 76 41 03. Et toi, au lieu de dire des conneries, très cher Flag, où est-ce qu'on te retrouve? Vous pouvez me retrouver en vacances, là, à partir du moment où ce podcast sera diffusé, quelque part entre l'Algarve, la vallée du Douro et l'île de Skye. Et si on veut les stories? Et si on veut les stories, ce sera sur @notphlegmatique sur Instagram. Peut-être que je vais en poster. C'est pas du tout un truc que je fais en voyage. C'est Alors, plutôt Madame qui fait ça. Spoiler, mais... il va reposter les posts de Madame, mais ça vous permettra de suivre quoi qu'il arrive. Oui, ça marche aussi, effectivement. Et sur Twitter @phlegmatique _ et en fonction de quand vous écoutez ce podcast à Las Vegas à partir de fin juin jusqu'à grosso modo fin juillet pour le boulot cette fois. Mais voilà. Qu'est-ce que tu couvres à Las Vegas là? On couvre les World Series of Poker 2023. Donc, effectivement, ça avec Winamax qui s'écoule, qui ont commencé qui de fin mai à fin juillet, grosso modo, c'est le gros morceau de l'année, notre 3 à nous. Et j'y vais 4 bonnes semaines. Donc, on va charbonner aussi là-bas en se faisant kiffer quand même. Moi, je suis pressé de voir parce que tu as toujours 2-3 angles qui sortent du chapeau d'un coup. J'ai suivi un gars que personne suivait. Il y avait un concours sur le côté, etc. À chaque fois, c'est toujours du plaisir. Je suis pas le poker, mais je suis tes articles. Merci. Et on essaye, effectivement. L'idée, c'est évidemment de vous offrir les résultats. Pas en temps réel parce que ça sert à rien, de toute façon c'est la nuit, donc les gens ils lisent ça plutôt le matin, ce qui fait une espèce de journal le matin quand t'arrives, et de ponctuer ça d'interviews, d'enquêtes sur le terrain. Et on aura un membre de plus de l'équipe qui va justement se charger aussi d'aller apporter un petit peu plus de lumière sur des aspects de la ville et de ses habitants. Donc ça, on va envoyer du lourd un peu partout, et aussi évidemment sur le Grand Pop. D'ailleurs, vous le savez déjà, le Grand Popcast, waouh, j'arrive à me mélanger les pinceaux. Y a pas de souci. C'est vraiment la fin de l'émission, il est temps de partir en vacances. Est disponible partout sur YouTube et sur toutes les plateformes que vous voulez. Et donc laissez-nous des étoiles, des likes, des commentaires, et parlez-en autour de vous. Téléchargez-vous tous les épisodes pour cet été sur la plage, dans votre jardin, chez le vous, trajet pour lancer le débat avec Madame, avec Monsieur, avec les enfants même, leur faire comprendre que les darons quand même ils pèsent un petit peu dans le game, s'il vous plaît. C'est pas mal ça. Et que vous avez des goûts qui sont pas forcément si différents des leurs. Donc voilà, parlez-en autour de vous, et nous on vous fait des bisous et à la prochaine. Ciao.